Avec Kone Yacouba, qui est le président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, KPC. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Comme tous les vendredis, l'Intelligent TV offre à ses téléspectateurs et téléspectatrices un numéro de son émission À vous la parole. Pour ce jour, nous recevons Kone Yacouba, président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, KPC. Dans cet entretien, il fait l'état des lieux. Qui appelle-t-on une personne en situation de handicap? Pour faire simplement, on va dire qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne qui a une incapacité à agir et à réagir avec son environnement en relation avec une incapacité physique, intellectuelle ou visuelle. Le handicap est-il forcément physique? Comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la définition, vous avez en Côte d'Ivoire 5 catégories de personnes handicapées qui sont homologuées. Vous avez les albinos, vous avez les non-voyants, vous avez les malentendants ou sourds, vous avez les personnes de petite taille, vous avez les bègues et vous avez les personnes handicapées physiques que vous voyez couramment. Pour aller plus loin, vous devez savoir aussi que près de 80% des handicaps sont invisibles. Si on vous dit qu'il y a 10 personnes handicapées, dites-vous que vous multipliez. Dites-vous qu'il y a 80% dont on ne voit pas le handicap, qui vivent dans la société. Combien de personnes en situation de handicap connaît la Côte d'Ivoire à ce jour? Les statistiques varient selon les sources. Pour l'État de Côte d'Ivoire, selon le recensement de 2014, vous avez 453 453 personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Mais pour les organisations, nous qui travaillons avec les institutions, nous on se base sur le rapport de l'OMS et la Banque mondiale datant de août 2016 qui dit que dans les pays en voie de développement et les pays à revenus limités, vous avez 15% de la population en situation de handicap. Si vous adaptez ça à la population de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est évaluée à près de 28 millions, vous vous retrouvez à près de 4 millions de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous ce déséquilibre au niveau des chiffres que vous venez d'évoquer? L'explication est tellement simple, c'est que dans les processus d'identification de la population, la spécificité du handicap n'est pas prise en compte. Donc, les techniciens vont sur une déclaration volontaire de la personne pour dire que je suis en situation de handicap ou pas. Et ces techniciens qui vont sur le terrain ne sont pas outillés à pouvoir déterminer le handicap d'une personne qui est en face d'eux. Donc, par exemple, on avait proposé que les agents recenseurs soient outillés au questionnaire des experts de Washington qui permet dans les échanges de distinguer les personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas le cas. Donc ce qui fait que pratiquement, si vous ne dites pas que vous êtes en situation de handicap, ils ne vous posent pas de questions. Donc quand vous prenez cette même liste de 2014, vous avez près de 230 000 personnes sur la liste dont le handicap n'est pas précisé. Ça vous dit que c'est des statistiques qui sont biaisées. Mais comme c'est la seule référence statistique existante, on a oublié de s'appuyer dessus. Quel est l'état des lieux de la prise en charge des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on ne peut pas trop se plaindre. On peut déjà commencer par remercier nos autorités pour ce qui est fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez un cadre juridique international, un cadre juridique sous-régional et un cadre juridique national. Et ces tests-là, tous ces éléments concourent à la prise en charge des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Le cadre juridique international le plus important et le plus parfait pour les personnes handicapées du monde entier et généralement ce qui est valable pour les personnes handicapées ivoiriennes, c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, adoptée par les Nations Unies en 2016 et rentrée en vigueur en 2007. Et la Côte d'Ivoire a ratifié cette convention-là en 2014. Malheureusement, ce document-là contient un document qu'on appelle le protocole facultatif qui contient les dispositions contraignantes pour les États qui n'appliquent pas la Convention. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce protocole facultatif n'est pas encore signé et n'est pas encore validé par la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas encore entré véritablement dans l'application de cette Convention-là en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, il existe d'autres cadres juridiques tels que la loi d'orientation de 98 adoptée par le Parlement qui permet certaines dispositions. Par exemple, le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Et il y a la loi
sur l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées. Et tout dernièrement, il y a le décret sur la commission de réadaptation professionnelle. Cette commission-là a pour objectif, par exemple, si vous travaillez, que vous êtes en situation de handicap, que vous avez un accident, et dans le passé, généralement, les employeurs donnaient une petite prime aux personnes et ils les mettaient à la rue. Aujourd'hui, cette commission-là va siéger sur votre degré de handicap et proposer un réemploi par votre employé. Par exemple, si vous êtes chauffeur et que vous êtes amputé d'un pied, que vous ne pouvez plus vous conduire, on va demander à votre employé de vous trouver un poste administratif pour que vous puissiez rester dans votre emploi. C'est pour ça qu'on parle de réadaptation professionnelle. Voici un peu des dispositions qui existent. Et il y a aussi l'accompagnement de l'État aux organisations des personnes handicapées, même si ce n'est pas encore arrivé au niveau des pays de la sous-région. Au Burkina, vous avez plus de 200 millions. Au Mali, vous êtes à près de 300 millions. Mais en Côte d'Ivoire, pour le moment, nous sommes à 85 millions. Mais comme c'est un bond qui a été fait, on est passé de 10 millions à 85 millions, on pense que ça va venir. Voilà un peu, pour résumer l'État, les personnes handicapées sont prêtes à participer à la vie de la nation, mais il y a un problème d'accessibilité qui demeure un frein à leur participation. Par exemple, il n'y a pas d'accessibilité communicationnelle, il n'y a pas d'accessibilité des bâtiments publics, il n'y a pas d'accessibilité des banques et guichets. Aujourd'hui, vous avez moins de 28% des bâtiments publics qui sont accessibles. Vous avez pratiquement près de 34% des lieux de loisirs seulement qui sont accessibles. Voilà un peu les difficultés. Et au niveau de la communication n'est pas du tout accessible. Vous avez seulement en Côte d'Ivoire seul le JT de la télévision nationale qui est traduit en langage des signes. Ce qui fait que les autres émissions, les déclarations du chef de l'État, tout ça, les personnes handicapées n'ont pas accès. Voici un peu les difficultés et les acquis que nous avons en termes d'état des lieux au niveau du handicap en Côte d'Ivoire. Cet état des lieux que vous venez de dresser vous paraît-il satisfaisant? En fait, on a le citoyen que nous sommes dans un perpétuel état d'amélioration de nos conditions de vie. C'est pour ça que nous, en tant qu'organisation, même nous exigeons d'ailleurs. Parce que s'il n'y a rien à faire, les organisations n'auront pas leur place et la société civile n'aura pas sa place. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, la situation de handicap en Côte d'Ivoire, c'est comme une femme qui a acheté un très beau pagne, mais qui n'a pas de couturier. C'est qu'on a des beaux tests, mais aucun des tests n'est véritablement appliqué. Donc, on ne peut pas être satisfait devant un tel état de fait. Donc, notre travail quotidien, c'est la sensibilisation. Nous sensibilisons. Je prends un exemple simple. Vous venez de voir qu'il y a moins de 2 semaines, l'État de Côte d'Ivoire a publié la liste des membres du Conseil économique et social et environnemental. Mais quand vous prenez les 115 membres, sur les 115 membres, il n'y a aucune personne en situation de handicap. Comment vous pouvez comprendre qu'une population qui représente près de 15% du chiffre national ne soit pas représentée au Conseil économique et social? Donc, nous continuons la sensibilisation, nous continuons les plaidoyers pour une inclusion véritable. Estimez-vous que vous êtes laissé pour compte? Non, nous ne sommes pas laissés pour compte, mais nous ne sommes pas mis en priorité. Nos spécificités ne sont pas prises en compte. Laissés pour compte, c'est trop fort. Le regard des personnes dites normales a-t-il changé aujourd'hui sur les personnes en situation de handicap? Je pense que on peut dire, Dieu merci, les choses évoluent positivement. Vous savez, dans le passé, les gens avaient pour habitude de cacher leurs enfants en situation de handicap. Ou bien, dans certaines régions, quand un enfant en situation de handicap naît, on dit que c'est un serpent, on l'envoie en brousse, on verse un médicament, on nous fait croire qu'on a versé un médicament sur l'enfant et que l'enfant s'est transformé en serpent pour partir. C'était simplement des assassinats déguisés. Et aujourd'hui, ces regards-là sont en train d'évoluer parce qu'il y a des personnes handicapées qui ont franchi des échelons de la société, qui sont des exemples aujourd'hui qu'on peut présenter, qui fait que la question de handicap est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui se battent pour la prise en compte de ces personnes-là, qui font que les regards ont changé. Aujourd'hui, parce qu'il y a des États qui prennent des décisions courageuses pour l'inclusion de ces personnes-là, ce qui fait que les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, les choses changent véritablement. Et vous savez, il y a 2 visions du handicap. Il y a le modèle empirique, comme on l'appelle, le modèle de santé. On voit les personnes en situation de handicap comme des malades, comme des gens qui ont des problèmes de santé, dont des difficultés. Donc, quand vous prenez cette conception du handicap-là, le seul remède, c'est le traitement du mal. Donc, quand vous finissez de traiter le mal, mais si on n'arrive pas à traiter le mal, on a un regard pitillant, on va dans le sens de la charité.
Or, aujourd'hui, avec toutes les dispositions des Nations Unies, la question du handicap n'est plus une question de santé, mais une question des droits de l'homme. Donc, nous sensibilisons les gens pour que les regards aillent dans ce sens-là, plutôt que dans le sens de la pitié et de la charité. Au-delà de la sensibilisation, que faut-il pour changer le regard des personnes dites normales sur les personnes en situation de handicap? D'abord, il faut des décideurs courageux. Il faut des décideurs courageux parce qu'il faut éviter de voir toujours la prise en compte des personnes handicapées comme des problèmes financiers. C'est ça. Parce que souvent, quand les gens viennent nous inviter aux rencontres, on dit, si ils vont venir encore, c'est pour dire, faites ça, faites ça, faites ça. Souvent, non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Au moment où vous êtes arrêté, il faut prévoir l'étape où vous serez assis. Au moment où vous êtes assis, il faut prévoir l'étape où vous serez couché. Donc aujourd'hui, le combat que nous faisons, c'est vrai, on le fait pour les personnes handicapées, on le fait entre parenthèses pour ceux qui sont dits valides. C'est eux qui vont bénéficier de ce combat-là. Parce que eux, ils auront la chance de mériter, de bénéficier de certaines choses dont ils n'ont pas prévu. Par exemple, quand vous avez fait un accident et que vous vous retrouvez dans une situation d'incapacité, vous n'avez pas prévu ça. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de disposition. S'il n'y a pas de disposition d'accompagnement, vous allez mourir de stress, de dépression. Donc aujourd'hui, le combat que nous faisons, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour terminer notre proposition idoine, parce que chaque fois on le propose, on va continuer de le proposer jusqu'à ce que nos décideurs comprennent que c'est la solution. Nous avons besoin d'une institution forte qui a une activité transversale pour prendre en compte la question du handicap. En Côte d'Ivoire, chaque ministère mène des activités pour les personnes handicapées. Il n'y a pas de recoupage, il n'y a pas de centralisation, ce qui fait qu'on a l'impression que rien n'est fait. Or, s'il y a une institution forte qui est transversale, il y aura une visibilité sur les actions menées en faveur des personnes handicapées et la question du handicap sera mieux abordée dans les questions de développement et de planification. Vous avez créé en 2012 la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, en abrégé KPC. À quelle nécessité répondait cette initiative? Nous sommes partis du principe simple. Nous sommes des enfants du village. Nous sommes nés au village. C'est les études qui nous ont envoyés à Abidjan. Sinon, nous avons tout fait au village. On a vu comment les personnes, nous partant de notre propre expérience, on a vu comment on a souffert. Quels étaient les regards des gens, de nos parents dans les villages, de voir d'abord même une personne en situation de handicap en train d'aller à l'école. Nos mamans nous mettaient au dos. Et les gens taguaient nos mamans pour dire que celle-là n'a rien à faire, ses enfants, c'est pas comme ça, elle met au dos pour aller à l'école. Lui là même là, il va devenir quoi? Donc, vu tout ça, on s'est rendu compte dans les statistiques que véritablement près de 80% des personnes handicapées vivent à l'intérieur du pays, dans les villages les plus reculés, et que les 20% qui vivent à Abidjan bénéficient de 95% de soutien aux personnes handicapées, et les personnes handicapées de l'intérieur ne bénéficient que peut-être de 5 à 10%. Donc pour corriger cet état de fait-là, il était question pour nous de créer une coordination qui va prendre en compte toutes les organisations de l'intérieur et dans les zones où il n'y a pas d'organisation, d'inciter et d'encourager les personnes handicapées à se mettre ensemble et à aborder la question de leur prise en charge à travers une bataille de sensibilisation, une bataille d'inclusion pour leur prise en compte dans la gouvernance locale. Quelles sont les actions déjà menées par votre organisation dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap? La CAPC a 10 ans. Je pense que 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois, c'est 10 ans. Et c'est 10 années pleines d'activités, pleines de projets. Aujourd'hui, les actions menées par la CAPC, si on veut faire une évaluation financière, nous sommes au-delà de 500 millions de projets. Mais ce n'est pas l'aspect le plus important pour nous, c'est l'aspect moral. Qu'est-ce que la CAPC a apporté aux personnes handicapées de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la CAPC a apporté à la société ivoirienne? Qu'est-ce que la CAPC a apporté en termes de conseil, en termes de management, en termes de plaidoyer à la société ivoirienne? C'est de ça qu'il s'agit. Et sur ce point-là, nous sommes vraiment satisfaits. Et nous sommes de plus en plus heureux que la presse ivoirienne, les organes, les médias aient compris le sens de notre combat. Donc aujourd'hui, la CAPC est une organisation qui fait son chemin. Voilà pourquoi déjà, dans le mois de février, nous allons organiser nos premières assises nationales pour faire le bilan de ces 10 ans-là et orienter notre combat dans le sens d'une meilleure prise en compte et actualiser nos thèses pour que nous soyons crédibles à l'international. Après 10 ans d'existence, quel bilan pouvez-vous dresser de vos actions? Là, il est plus que reluisant. Si on était en politique, j'allais dire que ça vaut un autre mandat de 5 ans.
Donc, je pense que ce bilan-là va permettre encore au président d'avoir un autre mandat de 5 ans parce que je prends quelques actions. Aujourd'hui, au niveau de l'insertion des personnes handicapées, la CAPSI a pu accompagner la formation et l'insertion de 500 personnes handicapées dans le domaine de l'agriculture. La CAPSI a pu accompagner aussi la formation des personnes handicapées en gestion et en entrepreneuriat avec des business plans bancables qui ont été soumis au ministère de l'Emploi jeune qui cherche financement. Aujourd'hui, la CAPSI a fait des assistances biopsychosociales des parents des enfants en situation de handicap. Si on veut évaluer ce qui est fait au niveau de cette assistance-là, ça va au-delà de 50 millions. Donc voilà un peu, c'est un travail quotidien et la CAPSI a participé à toutes les sessions de recrutement dérogatoire pour permettre comment on appelle ça, aux personnes handicapées d'intégrer la fonction publique. Aujourd'hui, la CAPSI a fait un plaidoyer et a obtenu la prise en compte des malades psychiques et des personnes handicapées psychiques et intellectuelles dans l'emploi. Ça, c'est très important. Parce que c'est des types d'handicap, quand vous ne faites rien, le handicap s'aggrave. Aujourd'hui, la CAPSI, c'est plus de 50 000 membres à travers toute la Côte d'Ivoire. La CAPSI aussi, c'est plus de 20 à 30 organisations créées et organisées dans toutes les régions. C'est plus de 19 coordinations régionales. Quels sont vos défis? Le premier défi pour la CAPSI, et toute une modestie mise à part, c'est d'être le premier interlocuteur de l'État de Côte d'Ivoire sur la question du handicap. Parce que nous avons les expertises, nous avons les ressources humaines et nous avons la volonté. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a besoin d'être accompagné sur cette question pour qu'elle soit prise en compte de façon plus intégrante dans les grands programmes de développement et dans la planification de toutes les actions qui seront menées. Donc voilà un peu la vision que la CAPSI vient atteindre. Et notre objectif, c'est dans un an devenir une organisation d'utilité publique. Les personnes en situation de handicap sont considérées comme des personnes vulnérables à la COVID-19. Quel est donc l'impact que cette pandémie a eu sur vous? Non, il ne faut pas dire est-ce que ça vous a affecté. Ça nous affecte même aujourd'hui. Voilà, ça continue de nous affecter. Vous voyez, quand vous prenez les mesures barrières, par exemple, on dit qu'il ne faut pas t'approcher de ton frère de 1 mètre. Hein? Il faut mettre cache-nez. Quand tu mets cache-nez, on ne voit pas ta bouche. Donc, voici des mesures qui ont véritablement bouleversé la vie des personnes en situation de handicap. Une personne non-voyante a besoin de se faire accompagner. Une personne en situation de handicap dans un fauteuil roulant a besoin de se faire pousser. Mais est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à moins d'1 mètre? Ce n'est pas possible. Sauf si tu as une télécommande pour pousser la personne. Est-ce que nos non-voyants qui sont au bord de la route, qui se font assister par les bonnes volontés pour traverser la route, ils n'ont plus besoin, les gens ne les accompagnent plus. On dit, tu as touché le monsieur là, c'est pour avoir Covid. Donc, au-delà de ça, la plus grande difficulté que nous avons eue, c'est de n'avoir été pas pris en compte dans les priorités de l'État de Côte d'Ivoire comme personnes très, très, très vulnérables et parce que nous avons des maladies qui sont susceptibles d'entraîner le Covid. Donc, ça a été la grande déception et ça a été la plus grande difficulté que nous avons traversée pendant cette période-là. Nous avons eu la chance, en tant que responsable, de piloter la campagne de sensibilisation au niveau du Grand Abidjan. Je peux vous le dire, en termes de cache-nez, nous avons distribué près de 300 000 cache-nez aux personnes handicapées du Grand Abidjan. Et véritablement, aujourd'hui, on ne peut pas vous donner des statistiques sur la prise en charge sociale des mesures que le gouvernement a prises, parce que c'est des mesures qui n'ont pas été véritablement appliquées aux personnes handicapées, même s'il y a eu quelques cas, au cas par cas. Et parce que, par exemple, à Bobo, nous avons eu la chance, avec notre maire, de voir les personnes handicapées accompagnées. Il y a eu des communes comme Bassam, il y a eu des communes comme Trècheville. À part ces cas isolés, les personnes handicapées n'ont véritablement pas été accompagnées par l'État de Côte d'Ivoire pendant cette période de Covid, ce qui a constitué une véritable difficulté. Et encore plus grave, les sensibilisations n'étaient pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Mais pour pouvoir te prévenir d'une maladie, il faut savoir comment ça se manifeste, comment il faut éviter. Les gens sont là, ils parlent de distanciation. Est-ce que nous, on entend distanciation là? On n'entend pas. Donc, nous, on est toujours ensemble. Donc, mais Dieu merci, au niveau du taux d'infection, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de cas de personnes handicapées décédées de Covid. Dieu merci, nous n'avons pas eu de cas de personnes handicapées infectées parce que pour communiquer sur le système, on a mis en place un groupe WhatsApp où tous les leaders des personnes handicapées de la Côte d'Ivoire étaient représentés, qui nous retransmettaient les informations au jour le jour pour pouvoir suivre l'évolution de la pandémie au niveau de cette population très vulnérable qui était les personnes en situation de handicap. Quelles sont aujourd'hui vos attentes vis-à-vis du gouvernement ivoirien? Pour rectifier quelque chose.
nous n'accablons pas le gouvernement. Nous disons ce qui est. Quand quelqu'un est blanc, tu dis il est blanc là, est-ce que c'est injure? Ce n'est pas injure. Quand quelqu'un est noir, c'est comme moi, je suis en situation dans laquelle je passe ici, je viens vous voir, et que après, vous n'êtes pas là, je viens. Quand vous venez, on vous dit, ah, monsieur X, il y a telle personne en situation dans laquelle qui est passé vous voir. Vous n'allez pas dire qu'on m'a insulté. On ne m'a pas insulté. C'est l'état des lieux. D'abord, nos attentes de l'état de Côte d'Ivoire, c'est simple, hein? Rien sans nous pour nous. Il ne faut pas y voir entreprendre pour nous, sans nous. Ça veut dire que je prends un exemple. Quand quelqu'un me voit, j'ai une canne, il va se dire, ah, le monsieur, il a besoin de béquilles, je vais acheter une béquille. Oh, en réalité, moi, je n'ai pas besoin de béquilles. Parce que si tu me donnes les béquilles, là, ce n'est pas ça ma priorité. Mais si tu me demandes, monsieur Kone, qu'est-ce que vous voulez? Je peux faire des propositions. Maintenant, tu me regardes, tu dis, non, le monsieur, là, il a faim, ou bien il a besoin de béquilles. Non, ce n'est pas ça. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous consulter, de nous associer à l'exécution. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux la mise en place d'une gouvernance inclusive pour que les personnes handicapées soient les maîtres de leur destin. C'est-à-dire que si nous-mêmes on dit on veut ça et qu'on nous donne et qu'on trouve que ce n'est pas bon, ce n'est plus la responsabilité du gouvernement. Il faut que le gouvernement prenne l'initiative à travers ses ministres et directeurs centraux d'associer et de consulter les personnes handicapées sur tout ce qui nous concerne. Si c'est fait, je pense qu'on va arriver à une amélioration significative de la question et de la prise en charge des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Je reviens pour dire, notre attente là, personne ne peut le faire pour nous. Maintenant là, s'ils veulent nommer les gens qui vont travailler pour nous là, ils n'ont qu'à prendre des gens qui ont une petite expérience en matière de gestion du handicap. Ça aussi, on est confronté à ça. Voici des gens qui sont nommés pour travailler pour les personnes handicapées, qui ont peur des personnes handicapées. Ils ne veulent pas recevoir les personnes handicapées. Les portes sont toujours fermées. Comment vous voulez que ces messieurs-là règlent nos problèmes? Donc ça, il faut, l'idéal serait que on consulte les personnes handicapées par rapport à la nomination des gens qui vont travailler pour eux. Ou bien il faut fouiller dans les backgrounds. Est-ce qu'ils ont une expérience avec les personnes en situation de handicap? Ça sera vraiment capital. Et pour ce faire, le dernier vœu, on le dit et on le répète, c'est la mise en place d'une institution forte. Parce qu'il n'y a pas d'institution forte là. Quelqu'un qui n'est pas fort là, il ne peut pas changer quelque chose. Aujourd'hui, la question du handicap est gérée par une direction centrale. Et pas une direction centrale, ce n'est pas une direction générale. Donc, mais comment vous voulez que ces responsables, malgré leur bonne volonté, puissent faire changer les choses? Ce n'est pas possible. Donc, il faut une institution forte, que ce soit un secrétariat d'État, que ce soit un ministère, que ce soit une agence, mais il faut que ce soit une organisation forte. Dans les pays où la question du handicap a véritablement évolué, la question du handicap est directement rattachée au chef de l'État. Et nous voulons que la question du handicap en Côte d'Ivoire soit directement rattachée au chef de l'État, avec tous les pouvoirs qu'il a, il puisse faire booster la prise en charge des personnes en situation de handicap. Votre mot de la fin. Le seul mot de fin, c'est merci aux hommes des médias. Merci à l'Intelligent TV qui nous donne cette lucarne-là. Merci à tous les médias de Côte d'Ivoire qui sont en train de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans la campagne de la prise en charge des personnes handicapées. Et ces hommes des médias-là sont en train de jouer leur rôle. On leur souhaite bon vent et on dit merci à tous les hommes des médias, aux directeurs, aux responsables des organes qui mettent des lucarnes à la disposition des personnes handicapées pour parler de leur inclusion et pour booster leur inclusion. Je vous remercie. C'est sur ces mots de Kone Yacouba, président de la KPSI, que se referment les portes de ce numéro de l'émission À vous la parole. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.